honnêtement, j'ai absolument aucune idée du nombre de concerts que j'ai pu faire dans ma vie aujourd'hui. Je me faisais la remarque l'autre jour, j'en sais rien, c'est en milliers, hein, c'est plusieurs milliers. J'ai été dans des lieux complètement incroyables, hein. Je me suis retrouvé en première classe avec Kanye West et Kim Kardashian. C'était pour l'anecdote, alors moi je n'avais rien à cirer, mais c'était assez drôle de se retrouver avec eux pour aller à Los Angeles faire un concert pour Burberry, où on se retrouve avec tout le gratin hollywoodien, enfin on se retrouvait dans des trucs un petit peu lunaires comme ça, où quand on débarque de mon Lochois natal et qu'on se retrouve là-bas, c'est assez amusant. Voix du Sud-Touraine avec Steve Gabreau. Régisseur de production, il nous emmène dans les coulisses des tournées qu'il organise aux quatre coins du monde. Steve Gabreau, l'infatigable, nous raconte pourquoi sa famille, ses amis, ses passions et multiples projets le ramènent toujours avec bonheur au cœur du Sud-Touraine. Alors là maintenant, présentement, nous sommes chez moi à Reignac-sur-Indre, dans un petit hameau qui se trouve au nord du village. C'est un peu mon petit paradis, mon petit havre de paix qu'on a trouvé il y a quelques années. Ça fait 7 ans que je suis ici. C'était l'endroit idéal pour moi pour réfléchir à ma seconde activité, donc louer des mobylettes parce que je suis au calme déjà, je pose pas de soucis aux voisins avec mes mobylettes qui les supportent très bien. Et j'ai toute la place qu'il me faut pour pouvoir bricoler et faire tout ce que je veux. Donc ça me permet à la fois d'être au calme et pouvoir faire du bruit quand j'ai envie avec mes mobylettes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes originaire du Sud-Touraine et me raconter un peu votre parcours ? Alors moi je suis originaire précisément de Fleuret-la-Rivière, donc pile poil au sud Touraine. J'ai grandi là-bas, ma mère tient le bistrot depuis 35 ans désormais, du village, enfin le seul bistrot qui reste, parce qu'à l'époque il y en avait plusieurs. J'ai grandi là-bas et quand il a s'agi d'aller au lycée, j'ai préféré me diriger vers l'Indre-et-Loire, en l'occurrence à Loches, plutôt qu'aller au Blanc. D'une part c'était plus proche et puis on avait la possibilité de le faire de par la proximité. Et puis finalement quand je suis arrivé à Loches, donc dans le Sud-Touraine réellement, ça a été un peu la révélation. Mon cœur s'est accroché à la Touraine. J'ai rencontré tout un tas de copains. J'ai pas oublié les copains d'avant parce que j'en avais quelques-uns qui étaient venus, mais je suis un peu sorti du cycle primaire-collège et j'ai changé un petit peu tout mon cercle d'amis. Et puis voilà, la découverte des concerts, de tout ça, de tout un tas de choses qui ont fait que je suis devenu ce que je fais aujourd'hui. Mais ça a commencé là. Donc j'ai un peu une grosse attache avec le Lochois. Et puis après un petit peu de mouvement, je me suis dirigé pendant les études sur Tours, puis sur Bléré parce que la ville ne me convenait pas trop, et puis après on a été sur Montrésor, Villeloin-Coulanger exactement, et puis je suis revenu à Reignac, c'est la proximité de Saint-Pierre-des-Corps qui m'a fait revenir par ici, et puis le cadre la vallée de l'Indre, j'y suis très attaché, donc c'est un peu comme les gens qui s'attachent à la mer, je me suis vraiment accroché au sud Touraine, c'est comme ça qu'on s'y fait quoi. Ce que vous venez de dire sur votre coup de cœur pour le Lochois, les concerts et comment ça a orienté ensuite votre carrière professionnelle. Est-ce que vous pouvez essayer de vous replonger dans cette époque-là et me raconter un peu comment ça s'est déroulé et aussi comment le chemin s'est fait vers votre futur métier de régisseur? Alors, je vais faire dans les révélations. J'imagine que mes parents n'ont jamais connu cette période-là, mais pendant que j'étais au lycée, j'avais cette fâcheuse manie d'aller traîner dans un bar qui était à l'ancien Super U de Loches, ceux qui ont connu, qui s'appelait le Rolls, euh, qui proposait plein de concerts. Alors aujourd'hui, je crois que ça doit être un magasin de poêles et de chauffage, je crois qu'il y a la place. Mais à l'époque, c'était un café-concert. Donc le midi, quand j'avais fini de manger ou quand j'avais des pauses, plutôt que d'aller traîner en ville, j'allais traîner au Rolls. Donc j'y revenais après le week-end. Donc voilà, donc ma vie s'est commencé comme ça. Je vivais dans un bistrot et je traînais dans les bistrots pour aller voir des concerts. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis de là, je me suis mis à faire un peu de musique. Je faisais déjà un peu de musique avant. On s'est mis à nous-mêmes proposer des concerts dans le coin. Donc il y avait tout un tas de cafés-concerts sur le Lochois. Donc dans le week-end, on pouvait voir 4-5 concerts. Alors il y en avait au Rolls, il y en avait au Café des Sports à Mouzé, il y en avait dans Loches qui se passait. On louait des salles des fêtes quand on en avait passé. On louait des salles des fêtes à Dolu-le-Sec, partout dans le coin. Donc on passait notre temps à traîner sur des concerts. C'est un petit peu comme ça que mon attache s'est faite encore plus, où j'ai rencontré énormément de gens. Enfin, je me suis c'était vraiment une période dont j'ai un super souvenir. Et puis de là,
J'ai eu très envie d'organiser quelque chose, donc on s'était mis à plusieurs, notamment en l'occurrence à l'époque avec Ingrid Jamin et Fabien Dubois, avec qui on avait très envie de faire un concert. Donc on voulait un peu mélanger le patrimoine, les concerts, puis un petit peu tout ce qui était vie locale. On voulait vraiment faire un truc un peu dynamisant pour le Lochois. En fait, on a organisé le festival Panneau à partir de 2002. Donc on a commencé, donc on avait tout sous la main. On avait quand même un cadre qui était assez incroyable. C'était dans le parc Bachet, à Loches. Les groupes, on trouvait des groupes pour faire des concerts, ça c'était plutôt simple. Et puis après ramener des gens qui étaient contents de venir boire un verre et surtout que ce soit pas cher. Voilà, c'était aussi un néo-créneau. Donc on a commencé comme ça. Et puis 2002, 2003, 2004, je me suis retrouvé à organiser un petit peu plus le concert qu'avant parce qu'au départ j'étais juste bénévole et finalement je m'amusais à organiser ça mais sans trop s'y connaître. Et puis c'est là que ma carrière a vraiment commencé. Donc j'ai vraiment attaqué euh, sur le Lochois comme ça. Donc mon activité et puis le fait de rencontrer tout un tas de gens. En organisant des concerts, on est amené à rencontrer des tonnes de gens, donc dans tous les corps de métiers différents. Les gens de la mairie, on rencontre après les prestataires locaux, tous ceux qui vont pouvoir nous dépanner. C'est un petit peu toutes ces choses-là qui m'ont donné goût à mon métier. Donc je suis donc très attaché, quoi. J'y suis donc très attaché. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai continué, mais le point de départ de Loches, c'est vraiment ça. Pour moi, de cette époque, c'est vraiment ce que je retiens. C'était des concerts, une période assez fun, bien dynamique. Ça s'est un petit peu calmé depuis, hein. On a vu qu'il n'y avait plus beaucoup de cafés-concerts, mais à l'origine, c'était vraiment. Je me suis vraiment amusé sur le Lochois à ce moment-là. Ouais. Est-ce que vous vous êtes formé, comme on dit, sur le tas, ou bien est-ce que vous avez quand même suivi une formation technique à un moment, en vous disant, en anticipant en fait le fait que vous alliez faire ce métier-là? Alors, c'est des métiers où souvent les gens disent qu'ils se forment sur le tas. Alors, effectivement, on commence par se former sur le tas, parce que c'est en étant confrontant à toutes les problématiques qu'on apprend un maximum. Assez vite, je me suis quand même aperçu qu'il y avait un cadre à tout ça. Donc, quand j'ai fait Panneau, après, je me suis retrouvé à travailler un petit peu. Il y avait le festival Cosmopolite à Genillé, il y avait le festival de blues à Chédigny. Je me suis retrouvé à me faire aiguiller, à faire des erreurs aussi, à être un petit peu aiguillé sur tout ça. C'est ce qui m'a fait avancer. Et puis, en 2006, je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je suive une formation. Donc, il y avait une formation à Issoudun qui s'appelait régisseur de production. À l'époque, alors maintenant ça s'appelle LFI, mais à l'époque ça s'appelait l'INIREP. Et il proposait toute une formation pour apprendre toutes les bases du métier de régisseur, l'organisation, la législation et tout ça. Donc ça a été un peu un tremplin. Après derrière, ça m'a permis de sortir un petit peu du cadre local pour aller voir un petit peu plus loin et travailler un petit peu plus sur d'autres départements, d'autres secteurs, voir de nouvelles activités, voir de nouveaux festivals, de nouveaux événements. C'est là, ça m'a vraiment servi ce truc-là. Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Parce que pour beaucoup de gens, on imagine vaguement, entre guillemets, ce qu'est un régisseur de production. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ben, on accompagne des artistes, on va dans les loges, on fait la fête avec des filles, on boit plein de bière, voilà, c'est un truc très sympa, non. Plus sérieusement, en fait, notre activité, elle est déclinée suivant ce qu'on va faire. Alors, lorsqu'on est régisseur de festival ou de scène, régisseur de festival, il va faire toute la partie organisationnelle, c'est-à-dire qu'il va organiser les stands, il va organiser la venue des prestataires extérieurs, des bars, la mise en place où vont se trouver les scènes, tout ça ensuite. Après, ça va être décliné, donc il va y avoir, moi dans mon cas, bien souvent, je suis régisseur de scène sur des événements, donc c'est-à-dire que les groupes nous donnent leur doléances, ce dont ils ont besoin pour avoir un concert qui se passe dans les meilleures conditions, et nous on va faire en sorte que ça puisse matcher, que ça puisse correspondre un petit peu à tout ce qu'on va leur proposer. Ce qui est mon cas par exemple sur Terre du Son en ce moment. Il y a un directeur technique qui s'occupe de toute la partie grosse logistique, et moi mon boulot ça va être de faire en sorte que les groupes qui viennent, les artistes qui viennent, puissent avoir ce dont ils ont besoin sans qu'on ait d'excès d'une part ou de l'autre. Donc de temps en temps on leur demande de baisser un petit peu leur demande, ou nous on fait des efforts pour grossir un petit peu pour que ça puisse correspondre et que le spectacle soit au mieux. Ça va être dans le cadre d'une régie de festival ou d'un événement. Et quand je suis en tournée avec les artistes, en gros je suis un peu la nounou, c'est-à-dire que je vais m'occuper
de toute l'organisation, de la partie technique jusqu'à la partie hébergement, restauration. Donc en gros, l'artiste, quand il part sur une date pour faire un concert, il s'occupe de rien. Il vient les mains dans les poches. Moi, j'ai déjà tout préparé. Donc j'ai préparé comment il allait partir sur l'événement, comment ça allait se passer sur place. Donc soit parfois on a des gros bus, des tourbus que tout le monde a déjà vu ou en dehors, ou alors il va être à l'hôtel. Donc ça, c'est moi qui l'ai organisé en amont, pardon. Et ensuite, techniquement, je vais faire en sorte que pour les lumières, pour le son, pour tout ça, on ait tous les besoins qu'on a. Donc si on doit accrocher des choses, s'assurer que c'est possible. Si on doit avoir un certain type de câble pour connecter les consoles de son entre la scène et puis s'assurer qu'on ait tout ce qu'il faut, ça c'est pour schématiser un peu, parce que ça peut vite devenir assez lourd comme technique. Mais voilà, c'est un peu ça, tout le fond de mon travail et dans les loges. Bah alors après qu'ils aient les fameuses demandes que tout le monde imagine, c'est un peu exagéré quand on voit un peu tout ce que tout le monde imagine, parce que les artistes en général ils demandent pas des M&M's bleus ou des bouteilles de champagne à 15 000 euros, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne, mais il y a quand même un certain confort à demander, puisque c'est des gens qui sont en tournée tout le temps. On imagine que c'est cool, mais être loin de chez soi, dormir dans un bus ou dans un hôtel tous les jours, ou même aller encore plus loin à l'étranger, c'est loin d'être quelque chose qu'on adore. On est loin de sa famille, on est loin de ses enfants, on est loin de tout ce qu'on connaît. Donc de temps en temps, avoir un petit peu de petite bouteille de bon vin qui va remonter un peu le moral avec une tablette de chocolat, finalement c'est pas grand chose, mais ça va être un peu ça qui va faire du bien, quoi. Donc ça c'est mon boulot, de m'assurer qu'ils aient un petit peu ce petit moment de réconfort quand ils sont loin de chez eux. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter comment finalement, de ces débuts de régisseur en Sud-Touraine, vous avez rayonné, créé votre réseau pour vous retrouver quand même avec des artistes dont vous allez un peu nous parler, mais j'ai envie de dire de taille. Bah, ça s'est fait un petit peu, c'est toujours un petit peu le hasard des rencontres finalement qui fait ça. Quand j'ai commencé, donc j'étais sur le festival Pas de Nom, j'ai avancé et j'ai rencontré à l'époque un groupe de Tours qui s'appelait Foumouge. On a sympathisé, moi je commençais à vouloir faire un petit peu de tournée, je les accompagnais, c'était un groupe qui tournait très bien. Et puis je travaillais beaucoup avec un groupe d'Ézéchiel, qui est un groupe plutôt connu de la région, avec qui je me suis retrouvé à travailler, donc on a commencé à faire des concerts, et puis en faisant des concerts on rencontre des gens, et puis a priori si on fait notre travail plutôt bien et qu'on est plutôt sympa, on crée d'autres liens et puis ça ramène petit à petit de nouvelles rencontres. Donc on avance comme ça. Donc j'ai avancé comme ça, petit à petit, ça s'est fait doucement parce que c'était un réseau de musique, c'était pas un réseau de musique qui passait à la radio beaucoup, hein, donc il fallait avancer tranquillement. Et puis j'ai commencé en 2013 avec une rappeuse qui s'appelle Kenny Arcana. Qui était une tournée loin d'être évidente, pour différentes raisons, qui a fait que du coup les gens se sont mis à me connaître un petit peu plus. J'ai rencontré beaucoup de gens, les gens voyaient que j'arrivais à tenir une tournée un petit peu comme ça, donc finalement le nom se propage un peu, et puis la tête, surtout les gens ont vu ma tête, donc on se croisait, ils disaient ah bah tiens je connais ce gars-là, il a déjà fait des trucs, et puis de fil en aiguille, et ben en fait on rencontre des productions, on sympathise. C'est pas toujours le bon moment. Parfois ils disent ah bah tiens non là j'ai pas besoin de toi, et puis un jour ils ont besoin et on est disponible et hop ça avance comme ça. Après c'est le résultat. Alors il a fallu apprendre de mes erreurs, hein. C'est pour ça que j'ai bougé un peu. À chaque fois que je faisais une erreur, je partais du principe que ça devait me servir pour rebondir un peu. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'avancer dans toutes ces choses-là. Donc les gens voyaient bien que je restais pas buté sur les conneries que je pouvais faire. Ça me permettait d'avancer. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé là-dessus. Donc j'ai fait cette fameuse Kenny Arcana. Et puis après, je suis parti avec un monsieur qui s'appelle Benjamin Clementine, qui va partir en tournée là, qui était un pianiste anglais, qui est toujours un pianiste anglais, excellent pianiste anglais, avec qui on s'est bien trouvé, qui s'est mis à ne vouloir travailler qu'avec moi sur toute la tournée. Donc j'ai fait le tour du monde, hein, avec cet homme-là. J'ai rencontré le prince Charles. On était à Los Angeles pour Burberry, on a fait des trucs assez incroyables. Enfin, c'était complètement lunaire. On s'est retrouvé au Festival de Cannes à jouer. Enfin voilà, c'était assez incroyable. J'ai eu beaucoup de chance parce que ça n'arrive pas à tout le monde, hein. J'ai des amis régisseurs qui sont loin d'être déméritants, voire peut-être même plus méritants que moi, mais qui n'ont pas eu la chance de tomber sur des artistes comme ça. Donc c'est vraiment le hasard des rencontres à un moment. Avec qui j'ai tourné jusqu'en 2017.
Et puis après, j'ai arrêté de travailler avec lui pour multiples raisons. Je faisais un peu allusion tout à l'heure au fait d'être loin de chez soi, mais ça en faisait partie. J'étais dans les avions tout le temps, le train tout le temps. C'était vraiment très compliqué, des grosses périodes de tournée à être loin de chez soi. Donc j'avais un petit peu besoin de revenir justement en Touraine et puis de me retrouver un petit peu en famille. Ça me faisait du bien. Et puis après, je suis parti. Quand je suis revenu, je me suis retrouvé avec Oxmo Puccino. Je crois que je me suis retrouvé avec Feu Chatterton avant. Mais il y a eu Feu Chatterton, Oxmo Puccino, Feu Chatterton, Thomas Dutronc. Enfin après, ça, voilà, une fois que c'est amorcé, les gens nous connaissent. A priori, on fait un travail qui leur convient, donc ils nous appellent et puis c'est comme ça que ça s'est fait de fil en aiguille. Donc le démarrage a été plutôt long. C'est compliqué, c'est des grosses périodes de doute. Alors, ça rejoint un petit peu mon envie de monter autre chose après. J'étais un peu préparé au fait que ce soit un peu compliqué de monter une société, créer des choses, tout ça. Je pense que ça vient de là. On apprend à être un peu tenace. Il faut y aller, quoi. Les autres, il y a notre place, elle est chère. Il y a beaucoup de monde qui veut la prendre. Il faut se battre pour que ça avance. Ça nous permet de faire les choses mieux. Enfin voilà, c'est une bonne école. C'est quand même une très bonne école, ce truc-là. Est-ce que vous savez ce que les artistes avec qui vous travaillez apprécient chez vous? Bah, tout. Parce que non, je pense que alors, ce qui ressort tout le temps, c'est la force tranquille. Alors, ma femme vous dirait tranquille, je vois pas bien où c'est, mais souvent, j'ai pris avec le temps, j'ai appris à ne jamais avoir de gros stress sur des événements comme ça. Alors, c'est très compliqué, c'est un peu paradoxal, puisque en amont, des fois, ça peut être hyper stressant de faire en sorte que tout soit bien prêt, qu'il n'y ait pas de place pour le doute, que tout soit vraiment parfaitement préparé. Et que sur place on puisse être très serein. Ça me paraît important, c'est comme ça que je vois le travail. Il faut jamais laisser transparaître qu'on puisse avoir du stress ou quoi que ce soit, parce qu'on est préparé à ça, c'est notre métier. Si nous-mêmes, organisateurs, on est stressé, ça va découler sur la chaîne. Donc souvent les artistes qu'ils apprécient, c'est ça. Je prends en général un peu tout avec légèreté. Il n'y a jamais de gros problèmes, ça n'arrive jamais. Et puis ils aiment bien quand même, je leur raconte des âneries toute la journée. Enfin, je suis quand même plutôt du genre pas trop prendre au sérieux tout ce qu'on fait, même si certains d'entre eux voient ça d'une façon un peu trop sérieuse à mon goût. Mais on prend jamais tout ça au sérieux. Hein. Finalement, on est juste en train de faire de la musique, on fait pas atterrir des avions, on n'a pas sauvé des vies non plus. Enfin voilà, donc voilà, je crois que c'est un peu ça ce qu'ils apprécient. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît là dans ce choix que vous faites et dans les artistes avec lesquels vous travaillez? Alors moi, c'est l'humain. Alors, être l'humain, ma grande passion, je pense que ça vient du fait que j'ai grandi dans un bistrot. J'adore être avec les gens, mais quels qu'ils soient. J'adore les gens pas sympas, les gens sympas, les gens drôles. J'aime beaucoup être avec les gens, les voir évoluer, discuter avec eux, voir comment ils font. On fait tous différemment. Je veux dire, pour faire quoi que ce soit, on a tous différentes méthodes. Ça, moi, c'est vraiment ça qui me fait avancer, c'est vraiment ça qui me motive dans mon métier. À l'origine, j'étais plutôt orienté vers technicien son. C'était un petit peu ça qui m'attirait. En fait, avec le temps, je me suis aperçu que c'est organiser des choses, être au contact des gens constamment, avoir des problématiques à résoudre, les résoudre ensemble, des fois être un peu tout seul pour le faire. Mais on est toujours avec d'autres humains. Et ça, moi, c'est vraiment le truc qui me fait plaisir. C'est vraiment ça qui me plaît le plus dans mon métier. À quel moment, puisque vous nous avez parlé de votre projet, qui est plus que maintenant un projet, puisqu'il a démarré d'organiser des randonnées en Sud-Touraine en mobilette, à quel moment ce projet, au milieu de toutes vos activités, est né et comment vous avez réussi à le mettre en œuvre? Alors, c'était le confinement qui a été quand même, je crois que pour beaucoup d'entre nous, dans le métier en règle générale, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont décidé d'arrêter le métier, voilà, qui ont pris du temps pour réfléchir. Alors on a pu s'apercevoir à un moment que finalement notre métier il n'était pas si indispensable que ça. Je veux dire, on était tous partis au boulot, tête baissée, à donner au maximum, et puis à un moment on s'est retrouvés chez nous, comme tous les Français, comme tout le monde entier finalement, à prendre du bon temps, à prendre le temps de vivre, à faire tout ça, et on s'est aperçu que il y avait peut-être d'autres choses à faire. Donc le premier confinement,
C'était magique. C'était la première fois depuis des années que j'avais pas le moindre email, que j'avais pas un seul appel pour le travail. Enfin, c'était assez incroyable. Donc je me suis vraiment régalé. Et quand le deuxième confinement est arrivé, je crois que ça a fait comme beaucoup d'entre nous, c'était un peu le gros coup au moral. On s'attendait tous à ce que ça redémarre. On n'était pas préparé au fait que ça puisse s'arrêter à un moment. Donc de là, je me suis mis à réfléchir à plein de choses. C'est là que j'ai rencontré notamment la famille Mériot, Jean-François Mériot. Je suis allé là-bas, je suis allé apprendre à tailler de la vigne, travailler dans les vignes, parce que je voulais faire des choses. J'ai une grande maison, j'ai un grand terrain, je sais faire énormément de choses. J'ai voulu apprendre à faire un truc pour retourner au travail, retrouver un peu de lien avec d'autres gens. Je disais que j'aimais bien être avec les gens, voilà, ça en faisait partie. J'aimais bien le végétal, donc j'ai fait ça. Et quand j'ai commencé à faire ça, on a discuté. Et à la maison, j'avais déjà commencé à bricoler mes mobylettes. Donc j'avais des mobylettes, je commençais à les bricoler. Et puis à un petit moment, je me disais, bon, être dans les vignes, c'est bien. Je me récalais, j'étais au calme, mais je n'avais pas ce côté humain dont je parlais. Même s'il y avait toujours 2 ou 3 personnes avec moi dans les vignes. C'était bien pour passer du temps ensemble, mais il a fallu un moment que je retrouve un moyen de refaire quelque chose qui me correspondait. Et c'est là où l'idée des mobylettes est apparue. Donc les copains ont commencé à revenir après le confinement, et c'est là qu'ils ont commencé à me dire, mais attends, on a vu tout ce que tu as fait, parce que je tenais une espèce de journal de bord sur Facebook pendant le confinement que les gens suivaient, parce que ça les faisait marrer de voir tout ce que je pouvais faire tous les jours. J'avais pris un peu goût à ce truc-là, et ça me permettait de créer ce lien. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais dis donc, tu as peut-être moyen d'emmener les gens en mobilette pour justement découvrir un peu toute ta région. Là, à chaque fois tu nous emmènes, tu fais ton truc. Et pour moi, c'était un bon moyen de recréer du lien. Alors je m'attendais pas du tout à repartir en tournée comme ça a été le cas après. Donc sorti du deuxième confinement, j'avais appris à tailler de la vigne, j'avais les mobylettes. J'ai commencé à me dire, je peux peut-être emmener les gens sur mes mobylettes dans le sud de Touraine, ou sur Montrichard, puisque je connaissais bien les coins pour tailler de la vigne et tout ça. Donc je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais pouvoir leur montrer, leur raconter un petit peu ce que j'ai fait pendant le confinement. Et puis finalement, tout ça mis bout à bout, j'ai créé mes 2 parcours. Donc j'ai créé ma société de location de mobylettes. Et puis j'ai décidé de faire un parcours sur Loches, puisque c'est quand même le secteur que je connais le mieux, où j'y suis très attaché. Et puis sur Montrichard, parce que j'avais de nouvelles connaissances. Maintenant, je m'étais créé un nouveau réseau, et puis j'avais envie de le mettre à profit. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça m'est venu. Je crois qu'au début, c'est quand même vraiment le fait d'être seul à un moment chez soi, et de vouloir retrouver un petit peu avoir ce besoin de retrouver des gens avec qui échanger. Je pense que le point de départ, c'est quand même un petit peu ça, plus que les mobylettes en elles-mêmes finalement, puisque je me marrais vraiment à les retaper, à les refaire et à emmener des gens dessus. Mais je crois qu'en fait, c'était passer du temps avec eux d'une façon vraiment très fun, qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, ça a été c'est un peu le point de départ, c'est ça. Ouais. Quand vous organisez vos randonnées, qu'est-ce que vous avez envie de faire découvrir et de faire partager du Sud Touraine? Pour moi, c'est une porte d'entrée vers la Touraine, vers le Sud Touraine. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, si on devait schématiser, si on devait passer une semaine en Sud Touraine, je pense que c'est pas le dernier jour où il faudrait venir faire ça. Je pense que c'est le premier jour. J'ai pas la prétention d'être un guide touristique, et c'est certainement pas mon métier, mais moi, l'objectif, c'est de leur donner envie de rester un peu plus longtemps, de voir qu'il y a plein de petites choses qu'ils auraient pas pu trouver par eux-mêmes. Je veux dire, même qu'on a une carte en main, il y a certains coins, même avec une carte dans les mains, il faut vraiment, à moins d'être vraiment très guidé, il n'y a que les locaux qui pourront vous indiquer certains trucs un peu cachés, des petites routes, des petits chemins. La mobilette, elle me permet ça. Donc moi, j'ai vraiment envie que ça, ce soit une porte d'entrée. Alors, vers le patrimoine, vers l'aspect touristique, parce qu'il y a énormément de choses à faire, mais même sur la gastronomie. Donc c'est aussi un moyen, quand on va dans une région, on est tous pareils, des fois on se dit, chez nous c'est les rillettes de Tours, ils disent, où est-ce qu'on va manger des bonnes rillettes? Bon, et si vous venez faire les mobylettes avec les mobylettes de Marinette, vous allez manger les meilleures rillettes de Tours, c'est chez moi. Moi je vais vous montrer où elles sont. Voilà. Non, mais l'idée, c'est vraiment de simplifier la tâche aux gens, en leur montrant un petit peu ce qu'ils auraient vraiment du mal à trouver eux-mêmes. Comment vous envisagez l'articulation de tout ça et la suite de vos projets? Est-ce que parfois vous
Vous vous dites que vous aimeriez que la balance penche plus d'un côté que de l'autre. Alors concernant l'articulation de tout ça, donc je suis pas bien sûr c'est que je souhaite qu'il y ait un côté ou l'autre qui prenne le pas. En fait, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. Je fais quand même un métier. Mon métier de régisseur, c'est comme mon métier. C'est un métier que je maîtrise. J'ai mis des années à le faire. Et mon activité de location de mobilette, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors, euh, le fait de ne pas avoir envie qu'il y ait une balance entre les deux, enfin, en fait, la balance, je la trouve parce que, comment dire, quand je fais des sorties en mobilette, c'est sur le peu de temps que j'ai de libre. Et quand je le fais, j'ai toujours très envie de le faire. C'est pas comme si c'était quelque chose qui devenait une obligation. C'est pas comme si je me levais le matin, je me disais il faut absolument que je loue mes mobilettes, sinon je vais pas pouvoir bouffer, et finir par le faire un petit peu par automatisme. Quand je le fais, du coup, ça devient vraiment toujours un chouette moment parce que c'est une activité. Alors, l'objectif c'est pas que ça devienne inaccessible, mais c'est une activité du coup que je fais pas tout le temps, et du coup j'ai toujours énormément de plaisir à le faire. Euh, il faut toutefois se rendre à l'évidence, ça nécessite, il y a beaucoup d'investissements là-dessus, ça nécessite à un moment que l'activité tourne. Pour cette année, c'est une année de lancement, c'est une année qui me permet de voir un petit peu comment tout ça fonctionne, ça me permet de voir aussi ce dont je suis capable, parce que j'ai un métier qui est hyper prenant, et le peu d'énergie qui me reste, le passer là-dedans, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est intéressant, est-ce que d'un point de vue familial, est-ce que c'est opportun? Je sais pas, en tout cas je pense que pour l'an prochain je vais essayer de m'entourer un petit peu, peut-être essayer de trouver quelqu'un pour m'accompagner, pour pouvoir passer plus de temps sur les balades et moins sur la logistique et la gestion de tout ça. C'est un peu la réflexion que j'ai. En tout cas, je crois pas qu'à un moment, mon activité de location de mobilette, j'ai envie qu'elle prenne le pas sur le reste. Par contre, j'espère bien que ça va me permettre de développer encore d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment en tête d'utiliser ça. C'est-à-dire que mon activité de régisseur, de travail dans le spectacle, allié à cette activité de mobilette où l'objectif c'est de mettre en avant le patrimoine, la gastronomie et la découverte de toutes les routes et toute la campagne locale, je puisse le mettre en commun. Et pourquoi pas créer un événement, ce qui serait vraiment, pour moi, ce qui serait vraiment super, ce serait la meilleure balance, ce serait celle-là, ce serait qu'en fait, de mener ces deux activités un peu de front, et d'arriver à concilier les deux pour créer quelque chose qui rejoigne un petit peu toutes mes activités. Donc je mettrai enfin en commun tous mes réseaux, tous les réseaux que j'ai créés, toutes ces années de travail. Je pense que la balance, ce serait comme ça qu'elle serait idéale. Voilà. Que j'arrive à continuer à faire sur mon temps libre mes locations de mobilette et qu'à un moment, le tout soit réuni sur un même événement. Si c'est possible de le dire, à quoi ressemblerait cet événement idéal pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre dedans? Alors, dedans, je crois que j'ai un cahier des charges qui est quand même un petit peu déjà préétabli. Je voudrais que les gens fassent de la mobilette, déjà d'une part, ça serait bien. Ou au pire qu'ils puissent venir les découvrir, parce que vraiment ça me fait vraiment marrer. C'est un moyen de locomotion qui me fait vraiment marrer, qui est vraiment intéressant, qui a un vrai capital sympathie. Donc comme base de réunion, c'est déjà un bon point. Je voudrais que ce soit pas cher. Je voudrais que ce soit quelque chose de pas cher, de familial. Je voudrais pas être. On est aujourd'hui dans mon métier de régisseur, on est souvent victime de la technique. Parce que les artistes, ils demandent de plus en plus de choses, c'est pas forcément les artistes, mais la technique qui implique certaines créations, et c'est le public qui le demande, hein, ça nécessite énormément de technique. J'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de ça. J'aimerais bien qu'on retrouve un événement comme c'était par le passé, c'est-à-dire un événement familial où les gens ont envie de se retrouver, où ils ont envie de passer un bon moment tous ensemble, sans être contraints parce que ça coûte 50 euros pour rentrer, parce que la technique elle coûte excessivement cher. Je voudrais qu'on arrive à faire quelque chose de sobre, de humble. Et on mange bien, c'est pas cher, on voit des spectacles, il y a de la mobilette, et ça c'est un petit peu le petit plus. J'aurais fait, ça se trouve, si j'avais été passionné de vélos anciens ou de tracteurs anciens, peut-être que ça aurait été une sortie avec des tracteurs anciens, et voilà. Mais là en l'occurrence c'est des mobilettes. Donc cet événement, pour moi, ça serait vraiment ça l'idéal, ça serait que ça réunisse une retrouvaille de gens, de passionnés de mobilette, ou pour faire découvrir, pour que les gens puissent découvrir ce truc-là, pas cher, sur un lieu où le patrimoine est mis en avant. Donc c'est un peu le plus compliqué, c'est de trouver un lieu chouette qui permet d'accueillir du public en bonnes conditions, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'événements qui se montent, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience des vraies contraintes en termes d'accueil de public. Quand on veut faire un bel événement, c'est pas évident de trouver des lieux adaptés.
pour tout un tas de raisons. Donc trouver un chouette lieu et voilà, ouais, comme je disais, pas cher. Voilà, ce serait vraiment ça, moi, mon événement, l'événement que j'ai en tête, ça serait un truc comme ça. Voilà. Ensuite, Touraine. Ensuite, Touraine, bien sûr. Alors ça serait sur le Lochois. J'ai bien une idée pour faire un petit quelque chose du côté de Montrichard, mais si je devais monter un événement, clairement, ce serait sur le Lochois. D'une part, en souvenir de Panon, parce que franchement, cet événement, on l'a mené de 2002 jusqu'en 2013. On en a un super souvenir. Je crois que dans le Lochois, c'est un événement qui a marqué un petit peu. L'idée, c'est pas de reproposer exactement la même formule, mais c'était déjà notre idée à l'époque, c'était que ce soit pas cher, qu'on puisse mettre le patrimoine en avant et puis qu'on fasse les concerts. Là, on changerait peut-être un petit peu la formule, on reviendrait peut-être à quelque chose où il y aurait des spectacles un petit peu plus grand public, un petit peu plus accessibles, avec quelques concerts. Mais je voudrais vraiment que ce soit sur le Lochois. J'y suis quand même très attaché. On a déjà un petit peu évoqué un petit peu les choses avec le Lochois. On est en train de chercher un lieu, on est en train de chercher plein de choses. Donc ça cogite, ça bouillonne. On n'est pas quand même pas très loin de le monter, cet événement. Mais voilà, ça serait, en tout cas c'est sûr que ça serait sur le Lochois, sauf si on n'arrivait pas à trouver, mais j'y suis attaché, donc voilà, je pense que ça serait par là. Et si ça n'est pas trop indiscret comme question, comment votre famille vit parfois votre vie à 100 à l'heure et parfois même souvent éloignée et d'un côté comment votre famille le vit et vous aussi comment vous le vivez, est-ce qu'il n'y a pas des moments quand même difficiles? Alors, j'ai l'impression que quand je ne suis pas là, ils sont contents quand je reviens. Et quand je suis là trop longtemps, ils sont contents quand je repars. Je pense que c'est un peu comme ça qu'ils le vivent. Non, alors, c'est un peu comme tout, on s'habitue. Je prends souvent l'exemple, mon père a été longtemps sur les routes, il partait le lundi, il revenait le vendredi parce que son activité faisait que... j'ai quand même une activité qui n'est pas très différente de celle-là, sauf sur les périodes où je pars en tournée pendant un mois, à l'étranger, partout, voilà, où là c'est un petit peu plus compliqué. Euh, je pars en général 3 jours, 4 jours, 5 jours, donc finalement c'est pas très éloigné. La seule différence c'est que j'ai un métier qui est hyper prenant, donc les nuits de 4 heures, 5 heures, 6 heures sont loin d'être rares, donc on est quand même constamment, ça peut être en raison d'un vol qui est tôt le matin parce qu'on n'a pas le choix pour aller d'un point à un autre. En fait on est tenu par le planning, c'est-à-dire qu'un concert, on peut pas dire un événement, non mais on fera ça demain, non un concert, s'il est tel jour, il est tel jour, donc il faut trouver des solutions. Donc à la limite, le plus compliqué pour ma famille, c'est que je revienne souvent fatigué. Voilà. Et même pour moi, c'est de revenir très fatigué de ces trucs-là. Le peu de jours qu'on a chez soi, des fois, on peut pas en profiter parce qu'on est vraiment exténué. Après, ça fait depuis vraiment, on va dire depuis 2008-2009, où je fais de la tournée, où je pars beaucoup. Et en fait, tout le monde s'est habitué à la maison. C'est quelque chose qu'on vit quand même plutôt bien. Quand je reviens, je mets un point d'honneur à essayer de passer du temps avec les enfants. Je me lève le matin pour les emmener à l'école. J'essaie de faire un maximum dans la maison. Je laisse pas ma femme qui a une activité très prenante aussi toute seule. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on le vit plutôt bien. C'est l'impression que j'ai. On en parle régulièrement avec ma femme. J'ai l'impression que ça va aussi de son côté, même si parfois il faut pas se cacher. Hein. Des fois c'est un peu dur. Hein. Je suis tout le temps parti, je reviens fatigué. Il y a vraiment des moments où c'est compliqué. Rajouter une activité en plus là-dessus de location de mobilité de balade. Ça facilite certainement pas la tâche. Je crois que ça y est, on a un ciment qui est plutôt bien en place dans le couple. Les enfants sont habitués. Ça se fait plutôt bien. J'ai pas l'impression qu'on le vive plus mal qu'un couple où qui sont tout le temps ensemble constamment et qui ne finissent par ne plus supporter de se voir tous les jours. Voilà. J'ai l'impression qu'on le vit même plutôt mieux que les autres. C'était Voix du Sud Touraine avec Steve Gabreau, un podcast proposé par la communauté de communes Loche Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.